à vous tous et bienvenue à ce balado au cours duquel nous nous entretiendrons avec Monsieur Jean Lemire, que vous connaissez tous sûrement et que vous admirez sans aucun doute. Monsieur Jean Lemire est émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Les enjeux mondiaux ne connaissent pas de frontières et le gouvernement du Québec a décidé de confier à des émissaires le mandat lié aux priorités gouvernementales et aux orientations de la politique internationale du Québec. L'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques a le mandat général d'approfondir l'engagement international du Québec dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et des affaires nordiques et arctiques. Donc, M. Lemire, que vous connaissez bien, pourra nous parler de tous ces enjeux. Je vais donc vous parler maintenant du parcours de M. Lemire avant de débuter notre balado avec lui. Biologiste de formation et communicateur scientifique de renom, M. Lemire a mené des travaux sur les changements climatiques et la biodiversité qui ont initié de grandes missions scientifiques. En 2001, il transforme un grand voilier océanographique en plateforme de recherche scientifique et studio de production, ce qui l'amènera à sillonner les océans pour sensibiliser les populations aux grands enjeux environnementaux. Après des missions en Arctique en 2002 et en Antarctique en 2005 et 2006, son équipe et lui entreprennent en 2012 la série 1000 jours pour la planète. Il remportera d'ailleurs un Gémeaux pour cette série de documentaires, un tour du monde sur 3 ans pour traiter de l'état de la biodiversité mondiale en collaboration avec le secrétariat de la Convention sur la biodiversité biologique de l'ONU. Il conçoit également, en association avec la Fondation Sedna, de nombreux programmes pédagogiques qui sont devenus au fil des ans des références dans le domaine scolaire. Jean Lemire a été nommé émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques par le gouvernement du Québec en septembre 2017, devenant ainsi le premier émissaire de l'histoire de la diplomatie québécoise. Son expertise et son engagement contribuent au leadership indéniable qu'exerce le Québec dans les enjeux nordiques et arctiques, ainsi qu'en matière de lutte contre les changements climatiques sur la scène internationale. Monsieur Lemire, bonjour et bienvenue à ce balado. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Je suis très content. C'est un poste qui est peu connu du public, alors que je trouve que c'est une belle opportunité. Merci. Donc, ma première question, bien sûr, pour vous, c'est pouvez-vous nous parler de votre rôle d'émissaire au changement climatique et aux enjeux nordiques et arctiques? Alors, mon rôle vraiment est de représenter le Québec dans les grands événements internationaux, évidemment en environnement. Partager l'expertise du Québec avec les autres pays, nations, villes, États, mais également aller chercher des bonnes idées. Et donc, c'est en établissant ce dialogue qu'on peut partager de l'information pour vraiment être à la page en termes de mesures pour combattre les changements climatiques. Évidemment, j'ai plusieurs chapeaux. J'ai un chapeau en biodiversité aussi également, et c'est une année très importante puisqu'on se prépare pour la COP biodiversité qui aura lieu à Kunming en Chine. En principe à l'automne, on verra selon les conditions avec la pandémie, et donc, il y a beaucoup de travail et je suis un des négociateurs, si on veut, de ce nouveau plan mondial qui sera adopté à Kunming. Et j'ai le privilège de représenter les gouvernements infranationaux qui font partie de cette convention sur la diversité biologique. Donc, c'est un beau privilège, c'est une belle voie pour le Québec. C'est vraiment une opportunité formidable pour le Québec. Et c'est très important, là. Il faut voir qu'on a des liens avec, par exemple, avec la Californie, qui vient de se joindre suite à notre initiative comme État observateur à la Convention sur la diversité biologique. Donc, les liens avec la Californie sont déjà très présents, entre autres, avec notre marché du carbone. Et on pense à l'Écosse, par exemple. Donc, on a vraiment des partenariats qui sont très efficaces, autant en changement climatique qu'en biodiversité, et même chose en affaires nordiques et arctiques. Pour moi, c'est important d'amener la science dans le débat. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté ce rôle, pour que la science puisse avoir une voix
vraiment qui peut ensuite se rendre jusqu'aux politiques. Et est-ce que c'est le seul émissaire qui existe au Québec ou est-ce qu'il y a d'autres émissaires dans les autres provinces au Canada? En fait, pas dans les provinces au Canada. Le Canada a le même rôle. C'est ce qu'on appelle un ambassadeur en changement climatique. Et la plupart des pays ont des ambassadeurs en changement climatique, ceux qui sont très actifs en environnement. Euh, c'est la nomenclature souvent qui change. Là. Tu sais, par exemple, aux États-Unis, il y a un Envoy for Climate Change qui est très connu, John Kerry. Lui, c'est vraiment peut-être le plus connu. Au Canada, c'est Patricia Fuller qui joue ce rôle-là. Donc, on le voit bien, là, c'est un poste qui prend de plus en plus d'importance parce qu'on est dans un changement de paradigme complètement là, depuis quelques années où l'environnement fait vraiment partie maintenant des mesures économiques. Et donc, ça, c'est intéressant. Avant, c'était plus en confrontation. De plus en plus, et on le voit bien avec les plans de relance là, suite à la pandémie, il y a vraiment une conjugaison entre, je dirais, environnement et économie. Oui, on le voit de plus en plus. Comment réconcilier les deux? Est-ce que vous pouvez nous parler plus spécifiquement de votre mandat en changement climatique? C'est intéressant parce que ça va permettre aussi au public de comprendre un petit peu là, quel est le rôle. Moi, j'agis beaucoup en diplomatie d'influence. Alors, c'est quoi de la diplomatie d'influence? Bien, évidemment, souvent, j'accompagne, par exemple, le ministre de l'Environnement dans une COP en changement climatique et on a plusieurs rencontres bilatérales. Et là, c'est intéressant parce que comme ce sont des rencontres de haut niveau, ça permet d'établir une relation directe ensuite avec nos équipes de professionnels. Et c'est là où tout se joue. C'est là où vraiment il y a un partage d'informations. Je vous donne un exemple. Si je suis en rencontre avec le ministre de l'Environnement de la Norvège, ben, on veut connaître pourquoi et quelles sont les méthodes qui ont été mises en place pour l'électrification des transports, par exemple. Mhm. Alors, c'est de l'information très, très intéressante, évidemment, pour notre ministre de l'Environnement ici, mais la mise en contact des deux équipes va faire avancer les dossiers et va permettre de partager des bonnes pratiques. Et c'est très varié. Si je suis dans une rencontre en Allemagne, ben là, on va se concentrer souvent sur la filière de l'hydrogène parce que là, il y a vraiment un développement très intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de pouvoir mettre ça en lien, ces équipes, pour pouvoir faire ce qu'on appelle de la diplomatie d'influence. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'évolution, on se rend compte que les deux grandes conventions de l'ONU, celle en changement climatique et en biodiversité, travaillent de plus en plus ensemble. Et ça, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, la majorité des pays et des États et des villes se sont engagés pour une carboneutralité en 2050. Carboneutralité en 2050, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus émettre de GES. Ça veut simplement dire que la balance entre ce que l'on émet et ce que l'on capte va être nulle, va être à zéro. Donc, à ce moment-là, la biodiversité prend une place très, très importante puisque ce sont les puits de carbone naturels qui vont permettre de calculer ce que l'on capte. Donc, c'est les océans, c'est les forêts, et ça, évidemment, le Québec est bien placé. Là. On va pouvoir jouer un rôle très, très important. Donc, on est vraiment dans cette notion beaucoup plus générale où la nature est en train de prendre une place encore plus large que juste la lutte au changement climatique ou juste la biodiversité. Donc, c'est un rôle qui est très, très important parce que pour moi, ça rencontre différentes passions. Alors, c'est très, très intéressant. Puis, je suis contente que vous ayez expliqué la carboneutralité parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se méprennent et qui croient que la carboneutralité, ça veut dire plus du tout d'émissions de GES dans l'atmosphère. Donc, vous l'avez très bien expliqué, merci. Est-ce que vous avez réussi à créer de nouveaux partenariats? Vous nous avez parlé de votre présence aux différentes conférences internationales sur les changements climatiques. Vous nous avez parlé de l'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats qui ont été créés depuis votre arrivée? Ah, en fait, oui. Et ce qu'il faut voir, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Il y a une section du gouvernement qui s'occupe vraiment de tout ce qui est tout le processus pour attirer des investissements étrangers, par exemple. Beaucoup Investissement Québec international avec qui on travaille de très près. Ensuite, il y a toute la tarification du carbone. Là, évidemment, on est en collaboration directement avec la super équipe de Jean-Yves Benoît, qui est un peu le maître à penser de tout ce marché du carbone. Et donc, souvent, on les accompagne et il faut voir le rôle vraiment
très important que joue le Québec dans la tarification du carbone. Par exemple, je me souviens de rencontres qu'on a eues avec la Nouvelle-Zélande, où on a vraiment établi des pistes de collaboration entre nos deux équipes. Je me souviens même de la Chine, quand elle a parti son marché du carbone exploratoire. Il y a eu des consultations avec l'équipe du ministère de l'Environnement. Tout ça se construit, évidemment, à travers ces rencontres internationales. Et ça permet de partager notre expertise parce que le Québec est parmi les leaders dans la tarification du carbone et a été surtout un précurseur. Tu sais, ça va faire bientôt 10 ans que nous, on a un prix sur le carbone. Là. Et donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a un aspect également qui est très, très important pour moi, c'est la coopération climatique internationale. Et ça, j'ai eu, moi, le privilège de présider le comité d'orientation de ce qu'on appelle le PCCI, le Programme de coopération climatique internationale. Ce que ça fait, c'est que ça finance, si on veut, des initiatives et des actions concrètes dans les pays en développement francophone. Et soyons honnêtes, si on veut réussir à relever le défi des changements climatiques, il va falloir que les pays riches participent, évidemment, en accompagnant ceux qui ont. On ne peut pas leur demander, par exemple, d'investir dans des énergies nouvelles si on ne les aide pas financièrement. Ils vont aller vers la source d'énergie qui est la moins chère, bien évidemment. Ce qui est formidable avec le PCCI, c'est que ce sont nos entreprises d'ici qui créent des partenariats avec des entreprises ou des universités locales. Et il y a un réel partage de connaissances. On n'est plus à l'époque où il fallait faire un chèque pour se donner bonne conscience. Il y a un accompagnement pour qu'il y ait vraiment un transfert de connaissances. Alors, c'est ça qui est fantastique. C'est un programme, d'ailleurs, qui a été reconnu l'an dernier à la COP par l'ONU comme un des bons programmes là, en financement climatique. Donc, ces partenariats-là, on est dans le concret. Là, et vraiment, ça c'est ce qui m'allume beaucoup. Donc, c'est ça que j'allais dire, vous êtes dans votre élément. Comment le Québec est perçu à travers le monde dans le domaine des changements climatiques? Écoutez, incontestablement comme un leader. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Pourquoi? Parce que, évidemment, le Québec, avec son marché en lien avec la Californie, a été un des premiers à mettre un prix sur le carbone. Et ça, il fallait vraiment... Et c'était complexe, là. Tu sais, c'était vraiment... toutes les équipes de Jean-Yves Benoît au MLCC ont travaillé très, très fort pour vraiment imaginer un système qui fonctionne très, très bien. Nos initiatives également, autant en adaptation, en changement climatique, sont reconnues un petit peu partout. On pense à Ouranos ici, qui est vraiment un regroupement de scientifiques qui se penchent vraiment sur les effets des changements climatiques, mais dans un contexte d'adaptation. Alors, encore une fois, on est parmi les leaders à ce niveau-là. Et toutes nos initiatives à l'international ont donné au Québec vraiment une très, très bonne réputation. Et c'est important de conserver cette réputation et de la travailler encore davantage. Parce que, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a un sondage qui est paru récemment et le Québec s'est classé premier pour sa diplomatie d'influence. Alors, ça montre bien là, comment toutes ces années d'investissement à l'international ont vraiment porté fruit. Bravo pour être arrivé en haut du palmarès. Est-ce que vous diriez que la majorité des pays s'est dotée d'une tarification carbone à ce jour? C'est une question très intéressante. En ce moment, il y a à peu près le quart là, des émissions de GES qui sont sous un système de tarification du carbone. Donc, il reste du travail à faire. Mais si vous me demandez, est-ce qu'on s'en va vers ça de façon globale et généralisée, je vais vous répondre oui, pour une raison très, très simple. Ce sont des arguments économiques qui vont pousser vraiment la tarification sur le carbone. Et on le voit de plus en plus. Si vous êtes une compagnie et que vous produisez un article X et que vous n'avez pas de prix sur votre carbone, évidemment, dans votre coût de production, ça va vous coûter moins cher qu'une autre compagnie qui doit évidemment payer un prix sur le carbone. Et là, il y a plusieurs pays qui se disent non, 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 si on s'engage là-dedans, il faut que tout le monde s'engage. L'Union européenne, en ce moment, est en train de regarder un système de compensation
du prix du carbone aux frontières. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que l'administration Biden regarde ça aussi. Donc, on voit bien que si tout le monde a un prix sur le carbone, évidemment, ça amène une plus grande compétitivité, puisque tout le monde a les mêmes contraintes. Et ça va être très, très intéressant de suivre ça de très près, parce que nous, au Québec, on veut s'assurer que le bilan carbone va être pris en fonction du Québec et non pas du Canada, parce que disons que nos bilans diffèrent beaucoup. Alors, on suit ça de très, très près. Et encore une fois, ça montre l'importance d'avoir des délégations un petit peu partout et de suivre ces grands dossiers qui vont influencer les économies de demain. Ça va être intéressant. Vous avez raison parce que vous parliez des États-Unis, de l'Europe qui s'est dotée ou qui peut-être qui ne sont pas encore dotés, mais qui regardent la possibilité de se doter d'un mécanisme de tarification carbone à la frontière. Le Canada a annoncé aussi, Mme Freeland l'a annoncé dans sa mise à jour économique. Donc oui, on veut suivre ça de près pour savoir qu'est-ce que ça va représenter pour nos entreprises. Est-ce que votre mandat par rapport au Nord et à l'Arctique, hein, ça semble être inclus dans votre mission, dans votre fonction, pouvez-vous nous en parler? Alors, vous le savez, ça a toujours été une grande passion pour moi et donc c'est un aspect très important de mon mandat. Ça bouge beaucoup en ce moment dans tout ce qui est affaires arctiques et nordiques. Et donc, pour moi, c'est important d'être sur la scène internationale, encore une fois, dans les grands événements internationaux pour bien représenter nos populations locales et autochtones. Parce que ça va très, très vite en ce moment et on veut vraiment qu'ils soient au cœur de toutes ces transformations. Exemple, je suis le représentant sur la délégation canadienne pour le Conseil de l'Arctique. Alors, c'est ce grand conseil qui regroupe les pays qui sont directement reliés à l'Arctique. Et c'est important d'avoir une voix parce que si on n'a pas de voix, vous savez, il y a quelques années, on ne reconnaissait pas le Québec comme un État arctique. Alors, il a fallu se battre pour ça. Alors, c'est le genre de représentation à l'international qui est essentiel. C'est très important parce qu'on a de grandes institutions de recherche. Vous savez, le Québec est au cœur, vraiment, c'est le pôle nord-américain pour la recherche scientifique arctique. Donc, évidemment, c'est important d'être là, aux grandes tables, pour être certain que l'Université Laval, ArcticNet, l'Institut nordique du Québec, McGill, tout ça, puissent avoir une bonne représentation. Donc, je continue à représenter le Québec, évidemment, sur les affaires nordiques et arctiques, et ça touche encore une fois une grande passion pour moi. Ben oui, donc vous pouvez contribuer grandement. Est-ce que vous en avez parlé un peu au début, mais quelle a été votre grande motivation lorsqu'on vous a offert le poste d'émissaire? C'est intéressant parce que, en fait, j'ai été très surpris quand on m'a offert ça. Je me suis dit, il faut que je réfléchisse vraiment. Et en même temps, je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir parce que quelques jours après, je devais être à la Climate Week à New York. Alors, vous savez, il y a Nicolas Hulot dans ces années-là qui avait accepté un poste aussi au gouvernement. Et j'ai bien réfléchi. Je pense que mon pouvoir d'influence était trop important si j'allais dans cette fonction-là pour laisser passer une telle opportunité. Pour moi, amener la science au niveau des décisions politiques, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai mis de côté une carrière qui allait très bien pour me concentrer vraiment sur le réel pouvoir. Et donc, être dans ces rencontres-là, avoir accès à des gens. Je me souviens de conversations formidables à Paris avec John Kerry, par exemple, et où on parlait des grands enjeux planétaires. Même chose avec Laurent Fabius. Et donc, ça me donnait accès aux vrais décideurs, aux grands influenceurs. Et ça, vraiment, c'est un privilège. Donc, j'ai accepté ce poste et vous savez, dans une cause X, vous pouvez j'aurais pu faire 10 films, 12 livres sur une cause. Jamais je n'aurais eu accès directement aux grandes décisions, à ceux qui prennent les grandes décisions. Alors, c'est un poste qui m'a mis dans l'ombre aussi, ce que j'aime beaucoup. Ah oui? Oui, je trouve ça très, très agréable
de pouvoir faire un travail dans l'ombre comme ça. Je trouve ça très agréable. Donc, aucun regret. Ah, bravo. Puis, ben, vous nous avez parlé aussi que vous vous intéressez toujours à la biodiversité dans le cadre de vos fonctions, mais également personnellement. Ah oui, en fait, ça a toujours été une grande passion. Évidemment, en ce moment, mon mandat couvre ça, donc je suis très content. Vous savez, j'étais à Nagoya en 2010 à la COP Biodiversité pour le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Ce sont les mêmes personnes qui sont en place. Donc, j'ai établi un réseau de contacts en biodiversité qui nous permet maintenant d'utiliser ce réseau pour mettre le Québec vraiment dans une position formidable en biodiversité. Donc, on fait partie des grandes tables de négociation. On a maintenant notre petit truc d'identification à l'ONU. On a une voix réelle pour les gouvernements infranationaux. Donc, c'est un beau privilège. Donc, je demeure évidemment très, très près de toutes les questions de biodiversité. Et ça aussi, évidemment, ça touche une grande, grande passion chez moi. Oui, puis est-ce que votre mission sur le Senna 4, est-ce que vous poursuivez les travaux que vous aviez entrepris? Ben, en fait, en ce moment, mon mandat remplit l'horaire, mais vraiment de. Vous J'imagine. savez, on a fait une compilation depuis le mois de mars, depuis la pandémie, parce que j'étais en Italie en biodiversité quand ça s'est mis à mal tourner en février. On est rentré. Et depuis, juste en rencontre virtuelle, on est à peu près à 450 rencontres virtuelles. Ça vous donne une idée de l'horaire complètement fou, parce que ce sont de grandes. C'est une grande année pour l'environnement, autant en changement climatique qu'en biodiversité. Donc, il y a beaucoup de rencontres, etc. Pour le bateau, ben, il y a une fondation qui s'occupe du bateau. Fondation qui est complètement indépendante. Je ne suis même pas sur le conseil d'administration. Et eux voient à une relance du bateau prochainement. Je vais leur laisser faire leurs propres annonces. Mais pour moi, c'était important que ce bateau devienne un leg. On s'est servi de ce bateau pour rallier, je dirais, la science, l'aventure, l'exploration et l'éducation. Et donc, ça demeure évidemment mes grandes valeurs fondamentales. Et donc, j'aimerais qu'il y ait un leg pour le Québec pour ce grand voilier. Et puis, ma dernière question, avant de passer aux questions plus ludiques, parce que nous posons toujours des questions plus ludiques à nos invités, ma dernière question, c'est est-ce que vous êtes encore optimiste sur la question de la protection de l'environnement de la planète? Vous savez, dans mon dernier livre, L'Odyssée des illusions, j'ai essayé de porter un regard, après 25 années à parcourir le monde, un regard le plus réaliste possible. Certains ont dit que mon livre était plutôt pessimiste, euh, mais je pense qu'il est réaliste. Euh, on est dans une situation euh, vraiment particulière. On est vraiment, je dirais, à un point de bascule. Et dans mon livre, je disais, en conclusion, il n'y aura pas de grande victoire en environnement s'il n'y a pas une plus grande justice sociale. Et je continue à croire que c'est à travers cette plus grande justice sociale qu'on va faire des gains réels. C'est intéressant parce qu'en ce moment, en raison de la pandémie, euh, il y a plein de plans de relance économique et on voit cette priorité qui essaie vraiment d'être insérée dans les plans de relance pour qu'il y ait une plus grande justice sociale, plus grande égalité. Pour moi, ça doit passer par là. Est-ce qu'on va réussir? Comme je vous dis, on est vraiment dans un point de bascule et je trouve que là, on est vraiment, vraiment à l'étape où il ne faut jamais, jamais oublier, et c'est ce que je me dis dans toutes mes actions quand j'ai un doute, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je garde en tête le côté social? Parce que, évidemment qu'il y a un côté économique, qu'il y a un côté environnemental, mais il faut d'abord et avant tout que toutes ces transformations, parce qu'il y a un vent de changement réel qui souffle en ce Oui, moment, c'est ça. passent avec une plus grande justice sociale. La pandémie nous aura permis un certain réveil. Elle a propulsé les questions environnementales en avant-plan. C'est peut-être le seul côté positif de la pandémie. Et je garde un espoir réel quand je vois ces jeunes, quand je les vois même dans la rue. Moi, ça me fait plaisir de les voir dans la rue parce qu'ils auront évidemment le pouvoir demain. Et ils ont su développer des valeurs fondamentales de respect de la nature qui vont dicter vraiment
la route de demain pour l'humanité. Alors, ce sont ces petites graines qu'on a semées à travers les différents programmes éducatifs un peu partout dans le monde, mais évidemment, pas juste avec nos actions, qui étaient dans un terreau très fertile dans la jeunesse, et ces graines sont en train de donner des résultats qui me donnent beaucoup, beaucoup d'espoir pour demain. Ah, c'est bien, donc de l'optimisme, comme Bertrand Piccard aussi qui nous Voilà. dit qu'il peut être optimiste. Et donc, comme je vous le disais, nous posons toujours cinq plutôt questions à nos invités, d'autres un peu plus ludiques. La première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable? C'est très drôle parce que toutes mes équipes vont partir à rire quand ils vont entendre ça. C'est le mot cohérence. Parce Ah, que je trouve que vraiment, on peut avoir les plus beaux programmes sur papier. Il faut évidemment avoir une cohérence dans l'action. Et donc, c'est un mot que j'utilise très, très souvent. qui parle aussi. Quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable? Alors là, je vais vous surprendre. Ce n'est pas une personne, c'est une petite communauté. Vous savez, j'ai eu le privilège d'être en contact avec une île complètement perdue où il y avait une communauté d'à peu près 300 personnes qui vivaient en autarcie complète, complète, complète. Nous étions seulement la troisième équipe de contemporains à avoir un contact avec cette peuplade là, qui vit sur une île. Ça a été un privilège évidemment extraordinaire. Eux, s'ils n'appliquent pas les règles de développement durable, ils meurent. Et donc, j'ai vu à travers vraiment des actions concrètes, pratiques, la vraie définition du développement durable. Et j'ai gardé une admiration sans borne pour ce peuple qui connaissait chaque roche de ces récifs coralliens, qui, euh, qui arrêtait la pêche dans certains secteurs quand ils voyaient qu'il y avait un peu moins de poissons, qui partageaient tout. Alors pour moi, c'est les Anusiens, donc ce peuple d'Anuta, cette petite île complètement perdue au Pacifique, qui sont devenus un peu je dirais mes modèles en développement durable. Bon. Et sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Québec en est en termes de développement durable? Je vous dirais, je lui donnerais un bon 75-80 Ah, c'est quand même, oui, vous allez me dire, c'est un score assez élevé, mais il y a évidemment place à l'amélioration. Ce que j'aime, je dirais, dans la nouvelle approche, c'est qu'au-delà des annonces, euh, il n'y a pas une annonce qui est faite sans un plan d'action concret. Alors, ça peut porter à la critique quelquefois. Je pense au PEV qui est sorti avec 42 des mesures bien identifiées. Euh, Bien sûr qu'il reste du travail à faire, mais c'est intéressant parce qu'on sait justement le travail qui reste à faire. Donc, j'aime bien cette nouvelle attitude où on est vraiment dans le concret. Évidemment, je vais continuer à amener le point de vue scientifique pour essayer d'influencer davantage toutes les actions à venir. Mais je nous donne quand même une très bonne note. oui, encourageant. Et quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Québec dans le domaine du développement durable? Ben, en fait, je vous dirais, dans le domaine environnemental, là, en général, beaucoup en lien avec la lutte au changement climatique, je vous ramènerai le fameux PCCI, le Programme de coopération climatique internationale, parce qu'encore une fois, soyons euh, ayons une vision large. On ne peut plus penser simplement à juste notre petite économie, juste nos petits défis. Aidons ceux qui en ont besoin. Et le Québec joue vraiment un rôle de leader à ce niveau-là. Et ça, je suis très, très fier de ça. Et puis ma dernière question, M. Lemire, c'est si la réincarnation existe, quel est l'arbre, la plante ou encore l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner? Ben, c'est l'animal qui a changé ma vie un jour où moi, j'étais un ornithologue à la base. J'étais parti sur la côte nord pour aller voir des macaremoines, une sorte d'oiseau marin. Et je suis sorti en mer dans un jour de brume et il y a une baleine bleue qui est venue souffler juste à côté de mon embarcation. Ça a changé ma vie. J'ai décidé de passer une grande partie de ma vie comme biologiste à étudier les baleines. Je les connais très bien. J'ai nagé avec ces baleines pendant près de 5 ans à Hawaï pour essayer de documenter leur comportement de reproduction. Alors, j'ai établi un lien vraiment particulier. Je trouve que c'est un mélange
de puissance et de grâce. Alors, je me réincarnerai certainement en malade. Ah, c'est beau. Je veux vous dire merci beaucoup pour cette entrevue inspirante. C'est aussi, je vous dirais, très constructif. Merci de jouer ce rôle d'ambassadeur à travers le monde pour nous, de nous rapporter des exemples qui nous permettent d'être un plus grand leader. Et donc, félicitations aussi pour vos initiatives. Merci beaucoup, Monsieur Lemire. Merci à vous.